Bonjour. La lumière, c'est l'outil de tous les jours pour la plupart des astronomes. Ça fait très longtemps que les astronomes et les humains observent le ciel, et chaque fois qu'il y a eu une nouvelle invention pour observer le ciel, ils l'ont utilisée. Ça a commencé par exemple avec la lunette de Galilée, les grandes lunettes comme celle de Meudon. On a même eu des télescopes spatiaux, comme le télescope spatial Hubble. Ça, c'était pour recueillir la lumière. Et puis pour l'analyser, on a commencé avec l'œil. Et puis dès qu'on a eu des nouvelles inventions, alors on a commencé avec l'œil, et puis on a commencé aussi à dessiner ce qu'on voyait. Là ici, vous avez une carte de la Lune de Jean-Dominique Cassini, astronome à l'Observatoire de Paris. Il n'a pas dessiné lui-même, il a expliqué ce qu'il voyait. Et puis après, c'était l'invention de la photographie qui a été utilisée pour observer la Lune. Ici, une image de la Lune prise au Grand Équatorial Coudé de l'Observatoire de Paris. Et puis après, on a utilisé les caméras CCD qui avaient été inventées pour d'autres usages, ou les détecteurs infrarouges inventés par les militaires. De la lumière, les astronomes n'en ont jamais assez. Ils veulent des grands télescopes pour recevoir le plus de lumière possible. Ils veulent voir loin, comme ici, sur l'image que vous voyez ici. C'est une image prise avec le télescope spatial Hubble. Vous voyez le fond du ciel tapissé de galaxies. Ils veulent aussi voir des détails, et ça aussi, il leur faut des grands télescopes, comme ici sur cette image de la galaxie des chiens de chasse, Messier 51. Vous voyez très bien tous les bras spiraux avec la formation d'étoiles qui se produit dans ces bras spiraux. Alors, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir un grand télescope pour avoir des belles images. Parce qu'on est quand même en bas de l'atmosphère, et l'atmosphère, comme on l'a vu, c'est pas terrible pour envoyer des ondes, un pointeur laser ou des données télécom avec un laser. Et dans l'autre sens, eh bien, les images sont déformées par l'atmosphère. L'atmosphère donc déforme les images, comme ici sur cette image du soleil couchant. Elle fait aussi scintiller les étoiles. Ça, c'est l'image d'une étoile, ça devrait être un point, prise par le télescope russe de 6 mètres. Vous voyez que non seulement le point est étalé, mais en plus, ça bouge tout le temps. En fait, quand on voit un très beau tableau comme ça, c'est la nuit étoilée de Van Gogh, quand un astronome voit ça, il se dit « Ouhou, ça bouge beaucoup tout ça ». Il devait y avoir du Mistral, c'est très mauvaise qualité d'image, très mauvais signe. Entre parenthèses, vous reconnaissez sans doute dans ce tourbillon la fameuse galaxie que je vous ai montrée avant, Messier 51, la galaxie des chiens de chasse. Solution. Alors là, on n'est plus à utiliser des inventions faites par d'autres, on est à inventer des solutions, et c'est ce que font les astronomes tout le temps. La première solution, et la solution indispensable pour éviter ces problèmes dus à l'atmosphère, c'est tout bêtement de compenser la turbulence atmosphérique. Ça paraît simple, c'est un peu plus compliqué que ça. L'idée, c'est d'avoir en temps quasi réel, on parle d'échelle de temps de millisecondes, de récupérer, vous voyez ici, il y a le télescope qui récupère de la lumière qui vient d'une étoile, de récupérer une petite partie de la lumière pour mesurer la turbulence atmosphérique, l'envoyer à un ordinateur qui va calculer très 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 vite et déformer un miroir avec des actuateurs de manière à compenser la turbulence atmosphérique. Résultat, on a des images. Au lieu d'avoir une image comme celle-là à gauche, une espèce de patatoïde, en fait, en compensant avec l'optique adaptative, vous voyez qu'il s'agit d'un système double. Pour les grands télescopes, si vous voulez que ça ne soit pas juste des entonnoirs à lumière, c'est assez important d'avoir de l'optique adaptative qui marche. Vous voyez ici, avec le Very Large Telescope de l'ESO, on parle de l'Observatoire européen austral, l'ESO. On parle de télescopes ici qui ont 8 mètres de diamètre. La surface de la Lune à gauche sans optique adaptative, à droite avec optique adaptative. Bon, on voit bien le gain. Alors c'est essentiel pour les grands télescopes, mais la prochaine génération de télescopes, ils sont géants. Géants, ça veut dire vraiment géant. Sur cette image, vous voyez à gauche les fameux VLT de l'ESO, dont je viens de parler, 8 mètres de diamètre, le télescope lui-même, mais ça c'est la coupole, bon, quelque chose comme 20-25 mètres de haut. Mais le futur grand télescope, très très grand télescope de l'ESO, il va être comme celui qu'on voit à droite, 39 mètres de diamètre pour le miroir. C'est vraiment grand. Pour vous donner un exemple, bon, on est à 80 mètres de haut, et c'est-à-dire que c'est plus grand que l'Arc de Triomphe.
Donc, il faut faire quelque chose si on ne veut pas juste avoir un très très cher entonnoir de lumière. Et là, c'est là qu'on est absolument obligé d'avoir une optique adaptative performante. Aucun des instruments pour ce télescope ne marchera sans optique adaptative. À l'Observatoire de Paris PSL, nous sommes en charge de la conception de l'optique adaptative de Mikado. Mikado, c'est l'instrument de première lumière de cet très grand télescope. Alors, ça, vous voyez, là, c'est le pied du télescope, cette chose-là. Ce n'est pas le télescope lui-même. Et donc, vous voyez que l'instrument qui est là, il est quand même à taille un peu plus grand qu'un humain. C'est vraiment grand. Donc, on dit qu'on a un calculateur temps réel qui va traduire l'information reçue par les capteurs en action sur le miroir déformable. Le temps de réaction du système, ça doit être moins de millisecondes. Et autant on savait faire avec la génération précédente de télescopes, là, on a un problème qui va augmenter en complexité comme le carré du diamètre du télescope, donc un facteur 25. Et là, il a vraiment fallu inventer de nouvelles solutions. Et c'est ce qu'on a fait à l'Observatoire de Paris, de nouveaux calculateurs temps réel. C'est une collaboration internationale, mais aussi avec l'industrie. Et on a testé différents systèmes, les processeurs centraux classiques, les CPU de vos ordinateurs, des processeurs entièrement spécialisés, mais aussi des architectures massivement parallèles avec des milieux de cœur de calcul, le type d'architecture qui est utilisé, par exemple, pour les jeux vidéo. Et ça, l'industrie est très intéressée parce que les capteurs temps réel qu'on a, d'habitude, ce sont des capteurs très simples qui traitent un problème à la fois et une information à la fois. Et là, ce qu'on a su faire, c'est d'avoir quelque chose qui s'est traité à l'échelle de temps de moins de la milliseconde, quelques centaines de nanosecondes, des milliers de calculs différents. C'est intéressant pour, par exemple, des endroits où il y a beaucoup de capteurs, comme les voitures autonomes ou les drones ou différents autres systèmes. D'où l'intérêt de l'industrie. Et ça, c'est une invention qui, ce coup-ci, vient de l'astronomie. Je voudrais vous parler d'une autre invention qui nous sert à tirer le plus grand parti de nos télescopes. Il s'agit de la coronographie qui a été inventée par un astronome de l'Observatoire de Paris, Bernard Liot, dans les années 1930. Bernard Liot voulait observer la couronne solaire. La couronne solaire, c'est une partie très très peu lumineuse à côté du Soleil. C'est une partie intéressante, elle est à une température très élevée, on ne comprend pas très bien pourquoi. Donc l'idée, c'est de cacher l'image du Soleil. Ça a l'air simple, c'est très compliqué à faire. Donc vous avez ici une image prise avec cet instrument qu'on appelle un coronographe à bord de la sonde spatiale SOHO de l'Agence spatiale européenne et de la NASA. Ce qu'on voit ici, là, c'est le cercle blanc indique la position où devrait être le Soleil. Le coronographe en rouge cache cette image. Et on peut voir des jets de matière qui sortent du Soleil, des jets de matière coronale. Ça peut servir pour le Soleil, mais ça peut servir aussi quand on veut travailler sur les exoplanètes. Une planète en dehors du système solaire, une planète à côté d'une étoile, typiquement, c'est un objet très peu lumineux à côté d'un objet très brillant, très près d'un objet très brillant. Donc la coronographie est absolument essentielle. Et on a aussi donc développé un coronographe, un instrument pour le Very Large Telescope de l'ESO, donc le 8 mètres de diamètre. Cet instrument s'appelle SPHERE. À nouveau, on parle d'instruments très grands. L'instrument, c'est la chose en noir, ici. Et vous voyez, un être humain, c'est pareil, c'est quand même des gros objets. Avec ce type d'instrument, on peut observer directement une planète, ici, le petit point blanc, là, à côté d'une étoile, en orbite autour de son étoile, quelques fois la masse du Soleil. Et on peut analyser sa lumière. On a pu savoir qu'il y avait dans l'atmosphère de cette planète géante de la vapeur d'eau, par exemple. Sans coronographie, c'était impossible. En bas, à gauche, vous voyez des disques autour d'étoiles jeunes, dans lesquels vont se former des planètes. Ce sont les planètes qui ont formé les sillons foncés que vous voyez dans les disques. Donc, ce sont des jeunes planètes autour de jeunes étoiles. Alors, la lumière, les astronomes, que je l'ai dit, ils n'en ont jamais assez. Et puis, ils veulent aussi étudier toutes sortes de lumière. Et pas seulement la lumière qu'on peut voir avec nos yeux, mais aussi les ondes radio. Et en radio, les instruments et les télescopes, ils ne ressemblent pas du tout à ce qu'on imagine. Alors, je vais vous montrer mon télescope radio favori. Cet instrument s'appelle Nénuphar et il est installé depuis un peu plus d'1 an sur le terrain de la station de radioastronomie de Nancy, de l'Observatoire de Paris. Alors, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à un télescope tel que vous l'imaginez. Ce sont des réseaux formés de 19 antennes radio. Bon, ça s'est arrêté. Et il y en a environ 2000.
vous savez que les capteurs pour les ondes radio, ça peut ressembler à des paraboles, ça peut ressembler aussi à des antennes. À la station de radioastronomie de Nancy, nous utilisons tous ces types de détecteurs. Il y a par exemple ici le grand radiotélescope, qui est grand parce qu'on a besoin de surface collectrice, de sensibilité. Nous avons aussi des interféromètres, des réseaux d'antennes qui sont orientables. Et puis nous avons aussi ce type de réseau où les antennes ne sont pas orientées physiquement, mais par combinaison analogique. Alors, pourquoi est-ce qu'on observe le ciel en ondes radio? Pour voir des phénomènes différents. Par exemple, ici, une galaxie qui n'a l'air de rien vue en lumière visible. En fait, quand vous l'observez en ondes radio, vous apercevez, c'est exactement à la même échelle, hein, vous apercevez qu'au centre de cette galaxie, il doit y avoir un trou noir géant qui émet des jets de matière extrêmement brillants. Alors, il y a quand même quelques ennuis en observant en ondes radio. Ce n'est pas simple d'observer en ondes radio, ne serait-ce que parce qu'il y a des interférences dues à l'activité humaine, mais aussi parce que les données radio vraiment sont massives. Ici, c'est le centre de calcul pour analyser les données radio de l'OFAR, qui est le grand phare néerlandais de Nénuphar. Vous voyez que ce n'est pas rien. C'est des volumes qui sont vraiment monstrueux. Alors, et aussi, ces données radio, si on ne fait rien, elles sont complètement, je vous dirais, elles sont vraiment moches, on ne peut rien en faire. Voilà le type d'image qu'on a si on ne fait rien. Alors, c'est intéressant parce qu'elle est très grande, il y a une grande partie du ciel à la fois, mais c'est rempli d'artefacts. Alors ça, il a fallu être un peu plus malin, et on a inventé un système qui est presque comme de l'optique adaptative, mais en radio. Il s'agit d'un traitement complètement algorithmique. Donc là, la compétence dont on a besoin, ce sont vraiment des maths. C'est un jeune astronome de l'Observatoire qui a inventé ce système qui nous permet d'obtenir, à partir de l'image très moche qu'on avait avant, des images beaucoup plus pointues et piquées. Et chacun des points dans cette image, c'est une radiogalaxie. Donc autant dire qu'il y en a beaucoup. Et que là, le problème, c'est plutôt de les analyser. Donc ici, cette image-là, elle doit être, c'est 30 fois la pleine lune à peu près, et chacun de ces petits points, c'est une galaxie de ce type-là. Vous voyez le degré de définition qu'on peut avoir, mais si on n'avait pas auparavant inventé cet algorithme qui nous permet de traiter nos montagnes de données en un temps raisonnable, eh bien, on n'aurait rien pu en sortir. Je finirai par vous dire que si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait à l'Observatoire, je vous invite à suivre notre chaîne YouTube à partir de lundi, puisque c'est la semaine de la science, et qu'à 18 h, vous pourrez faire une visite virtuelle d'un prototype de télescope hautes énergies qui est ici installé ici à l'Observatoire de Meudon, qui a été financé en partie par la région Île-de-France. À 21 h, une conférence qui vous présentera les derniers résultats. Derniers, ça veut dire que c'est des résultats qui ont été publiés vendredi dernier sur un système d'exoplanètes qui s'appelle Beta Pictoris. Voilà, merci.